Dans le documentaire La vie des gens, Olivier Ducré suit Françoise. Elle est infirmière et rend visite aux personnes âgées isolées. Pour beaucoup, ce moment est le seul contact qu'ils auront de la journée. Alors tout tourne autour de cet instant attendu des heures et passé si vite. L'année de ses 14 ans, Margot rencontre Henri, un vieux monsieur de son quartier. Ils aiment tous les deux le théâtre, la musique et surtout le piano. Il aime raconter l'histoire de sa vie. Elle est heureuse de l'aider à rompre sa solitude. Mais un jour, Henri offre à Margot un cadeau qu'elle aurait mieux fait de refuser. Vous écoutez Transfert épisode 131, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire racontée au micro de Nina Pareja. Je grandis dans une banlieue parisienne plutôt calme, dans un pavillon, et dans ma rue, à l'époque, il y avait surtout des personnes âgées. Et ma mère a toujours essayé de nous transmettre des valeurs de générosité et nous a toujours poussé à aller vers les personnes isolées. Mon frère et ma sœur n'étaient pas particulièrement réceptifs à ça, mais moi j'aimais bien aller voir les vieux, leur rendre visite, apporter des petits gâteaux. À ce moment-là, j'ai 9 ou 10 ans et je me souviens que dans ma rue, il y a une dame qui a Alzheimer et que j'allais voir quelques fois et jusqu'au moment où elle ne se souvenait plus de moi, c'est assez marquant. Ou alors une autre qui avait le cancer et je venais pour la regarder dormir sur son lit médicalisé dans sa cuisine, ça me fascinait. Je grandis et je deviens pré-ado et ça m'intéresse moins d'aller voir les vieux. Et à cette époque, je fais beaucoup de piano. Ça fait déjà 7 ans que je fais du piano, je commence à avoir un bon niveau. C'est une de mes passions et un jour je marche dans la rue avec ma mère. Elle me montre de loin un vieux monsieur qui marche un peu en regardant le sol, un peu en rasant les murs, et elle me dit ce monsieur-là, j'arrive jamais à l'approcher, mais c'était un grand pianiste, il paraît. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe devant sa maison, souvent on entend qu'il joue sur son piano à travers la fenêtre. Et elle me dit, ça pourrait être intéressant pour toi d'aller lui parler un jour. Il a l'air très intéressant. Ma mère, de temps en temps, elle organise des fêtes avec un peu les vieux du quartier sur notre terrasse, et elle me dit que lui, elle a jamais réussi à l'aborder parce qu'il marche en rasant les murs, comme ça, en regardant le sol. Et du coup, elle me dit que peut-être ça serait quelqu'un de très intéressant pour moi si je voulais lui parler un jour. Mais moi, à ce moment-là, ça m'intéresse pas particulièrement. Je vis ma vie d'ado, je suis en seconde, et donc j'ai pas particulièrement envie d'aller voir ce vieux-là. Plusieurs semaines plus tard, je le vois dans la rue en rentrant du lycée, et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je me sens particulièrement ouverte. Enfin, j'ai peut-être pas tellement envie de rentrer chez moi, et donc je vais le voir. Je me présente, je lui dis que je fais du piano, qu'il paraît que lui aussi, que j'aimerais bien le rencontrer, et il a l'air un peu touché, mais pareil, il est assez en retrait. Il me dit qu'il s'appelle Henri. Il me propose d'aller un dimanche chez lui, ce que je fais. Je vais chez lui, je découvre sa maison de l'intérieur qui est assez chargée au niveau du style, très rococo, très vieillot, vraiment d'un autre temps. Et les volets sont fermés. Il y a 2 pianos à queue chez lui, un dans sa cave et un dans son salon. On joue au piano, il me montre des vieilles partitions. On parle beaucoup, surtout lui, il me raconte un petit peu sa vie. Il est très vif pour son âge, près de 90 ans, avec une mémoire assez encyclopédique où il connaît des tas de textes par cœur et surtout énormément de morceaux au piano. Et suite à cette rencontre, il y a mes parents qui décident de l'inviter pour un goûter à la maison, où il y a des amis de mes parents qui sont musiciens. Et alors ils découvrent un peu notre univers à nous, ils découvrent qu'on est une famille d'artistes, puisque mes parents font du théâtre. Et d'un coup, on sent qu'il est très heureux de nous rencontrer, de rencontrer des amis de mes parents qui sont musiciens de jazz et qui ont travaillé avec les mêmes personnes. C'est là qu'on découvre que voilà, il a travaillé avec Maurice Jarre aux États-Unis pour faire la musique de films. Il a travaillé
sur un paquebot en tant que musicien d'ambiance. Alors il devait connaître des tas de standards par cœur pour pouvoir répondre aux demandes. Et surtout, moi ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est qu'il a travaillé avec Jean Vilar en tant que musicien sur un spectacle. Il a des photos à l'appui qu'il nous montre, et moi je suis fascinée parce que mes deux passions, c'est le piano et le théâtre. Et je veux faire du théâtre. Et donc, voilà, je découvre un personnage aux multiples facettes, qui me paraissent toutes plus fascinantes les unes que les autres. Et il nous raconte qu'il a fait la cour à Audrey Hepburn pendant qu'il était à Hollywood, et même qu'il a eu une liaison carrément. On se dit que peut-être il enjolive un peu, mais c'est pas improbable qu'il l'ait connue. Il a pas toujours des photos pour nous prouver, parce que apparemment il serait fait cambrioler. C'est pas grave, parce que voilà, quand il nous raconte des tas de choses passionnantes, et quand il est avec nous, il a des étoiles dans les yeux, il est super heureux de nous connaître, et il commence même à ouvrir ses volets. À partir de là, il se crée une amitié entre lui et moi, et aussi entre ma famille et lui. J'y vais environ une fois par semaine. Parfois, je suis accompagnée de mon papa, qu'il aime bien aussi. Et c'est vrai que ça me motive beaucoup pour travailler le piano, parce qu'il suit mes progrès, il me fait des compliments, ça me stimule beaucoup, tout ce qu'il peut me raconter sur les pianistes qu'il a connus, etc. Et donc, c'est un moment, oui, où je fais beaucoup de progrès, et c'est une amitié qui me stimule pas mal. Et au-dessus de son piano, dans le salon, il y a la photo d'une jeune fille, photo qui date un petit peu, avec son prénom en dessous. Elle s'appelle Natalia, et il m'en parle régulièrement. C'est apparemment une jeune fille qu'il a pris sous son aile à un moment donné de sa vie, et c'est une de ses grandes blessures, parce que elle l'aurait abandonnée à un moment donné, et que voilà, ça l'a beaucoup blessée. Et moi, je lui pose pas énormément de questions sur elle, parce que je sens que c'est un sujet un peu douloureux, mais à l'étage de sa maison, je vois qu'il y a une chambre rose décorée un peu dans le ton de la maison, mais très clairement pour fille, et donc je me dis que ça doit être sa chambre à elle, qui a l'air d'être un espèce de sanctuaire peu étrange. Et je sens qu'il retrouve en moi quelque chose qu'il a de la relation qu'il avait avec elle, mais c'est quelque chose qui revient souvent, cette Natalia, dans la conversation. Et bientôt arrive la date du 6 février, qui est son anniversaire. C'est 90 ans à ce moment-là. Et ma mère, quand elle apprend ça, elle veut absolument faire quelque chose, parce que ça se fête, voilà. Et du coup, on organise un dîner à la maison, pareil, avec des amis qu'il connaît pas encore, mais avec qui il devrait bien s'entendre, avoir des choses à dire. Et effectivement, il est super content, il fait son show, à raconter des tas d'anecdotes. Les amis de mes parents trouvent ça formidable, que c'est une belle histoire, et ça me met vachement en valeur, parce que je suis la jeune fille qui a tiré un vieux monsieur de sa solitude. Mais il y a quand même dans cette relation des petites choses qui me dérangent un peu. Par exemple, le fait que voilà, c'est commun à beaucoup de personnes isolées, mais ça ne peut pas être court. En fait, quand je vais chez lui, il faut que je reste plusieurs heures, et j'arrive pas à m'en défaire. Alors avec ma famille, on met en place des petits stratagèmes où il m'appelle au bout d'un moment pour me dire de rentrer, comme ça j'ai une excuse. Parfois, il faut que je me force un peu à y aller, parce que j'ai un peu la flemme. Et il y a aussi quelque chose d'assez difficile à supporter, même si je m'y fais, mais c'est son odeur, parce que c'est un vieux monsieur, il a pas beaucoup de interactions sociales, et je pense une hygiène un petit peu qui laisse à désirer. Le temps passe, et Henri décide de me confier la clé de sa maison, en me disant que de cette manière, je pourrais venir m'entraîner sur le piano qui est dans sa cave, et sa cave, elle est plutôt isolée phoniquement, ce qui fait que ça ne le dérange pas quand je viens, et que je peux aussi venir assez tard, à des moments où je peux plus faire du piano chez moi à cause des voisins. Et donc, je viens chez lui pour le voir, mais pour m'entraîner. Et aussi, parfois, juste pour m'entraîner, c'est-à-dire que je passe pas le voir, je vais directement à la cave par le garage. Et c'est vrai que parfois, j'ai un peu la flemme de monter. Il me dit que je suis pas obligée forcément d'aller le voir quand je vais m'exercer. Et par contre, c'est vrai que quand je vais le voir, il y a des choses qui me saoulent un peu,
déjà je commence à connaître la plupart de ses histoires, il radote, mais je mets ça évidemment sur le compte de la vieillesse. Et parfois il a des petites piques, des réflexions un peu racistes ou misogynes, et c'est vrai que ça me met assez mal à l'aise. Pareil, je mets ça sur le compte de l'époque, mais ça me gêne un peu, et quand mon père est là, il le remet à sa place, mais moi c'est vrai que je n'ose pas trop. En parallèle de ça, il est de plus en plus présent chez nous, parce que on l'invite, par exemple à mon anniversaire, ou à Noël. Dès qu'on sait en fait qu'il va être tout seul, on le prend avec nous, même si on sent que il aimerait que ce soit encore plus. Mais quand même, on l'emmène par exemple voir mon père qui joue en tournée. Il vient me voir un spectacle que j'ai fait à la fin de mon stage de théâtre. Donc il est là, quoi, et il prend une place importante dans la famille. Disons qu'il a une sorte de rôle de grand-père, puisque je n'en ai pas vraiment eu. Et de son côté, il me dit que je suis le soleil de sa vieillesse. On sent qu'on prend vraiment aussi une grande importance pour lui. Et il me fait des cadeaux, c'est soit des choses anciennes qu'il a chez lui, des vieilles partitions, des choses comme ça, ou alors des choses qu'il achète un peu plus maladroit, parce que c'est jamais vraiment mes goûts, mais en tout cas c'est toujours touchant. Jusqu'au jour où il parle carrément de m'offrir le piano qu'il a dans sa cave, sur lequel je m'entraîne. Ce cadeau du piano, au début mes parents ils sont pas très d'accord, parce que évidemment ça prend de la place un piano à queue, puis j'ai déjà un piano droit, c'est un peu du surplus, mais Henri insiste beaucoup, on sent que c'est important pour lui que je l'ai, que c'est symbolique, parce que c'est le piano qu'il a reçu en cadeau à sa sortie du conservatoire. C'est tellement important pour lui, et puis moi je suis quand même contente d'avoir ce beau piano pour moi. Et on finit par faire le déménagement, le piano change de côté de la rue et il atterrit dans notre salon. Ce cadeau-là, il intervient à un moment où je suis de plus en plus mal à l'aise dans cette relation, où je le trouve un peu étrange, parce que par exemple il me fait parfois des crises de jalousie. Quand il est venu me voir jouer à mon cours de théâtre, et il faisait une sorte de crise de jalousie par rapport à un ami que j'avais qui était là, ou ce genre de choses un peu gênantes, surtout de la part de quelqu'un qui est censé être plutôt un grand-père. Et quand je viens chez lui, je sens que il me fait un peu culpabiliser de pas venir assez, ce qui fait que c'est de moins en moins agréable d'y aller. Et à cause de ce beau cadeau qu'il me fait, en fait, je commence à me sentir vraiment coincée dans cette relation, puisque je suis de plus en plus mal à l'aise dedans, mais en parallèle de ça, à chaque fois que je recroise des amis de mes parents, c'est toujours et ce monsieur, comment il va, c'est merveilleux, c'est vraiment une belle histoire. Et moi aussi, je pense que quelque part, je m'accroche à cette belle histoire, et j'ose pas, je suis un peu dans le déni même par rapport à moi-même, me dire qu'il y a quelque chose qui cloche, qui va pas, quoi. Parce que il se montre de plus en plus possessif, il témoigne son affection de manière un peu désuète, un peu touchante, mais en même temps dans des proportions assez démesurées, parce que par exemple il m'écrit une symphonie. Pareil, moi je suis très touchée, mais je sais pas quoi faire de ça, quoi. Et à cette époque-là, je parle pas beaucoup de cette histoire aux amis de mon âge. Je pense que j'ai l'impression qu'ils comprendraient pas, à part pour mon TPE en première, qui est une sorte de devoir de grand exposé qu'on doit faire pour le bac, et que je fais à l'époque sur Barry Lyndon. Et avec mes amis, on veut réaliser un petit court-métrage, et du coup je demande à Henri si on peut aller chez lui, parce que il est vraiment un décor très baroque qui irait très bien avec le style. Et donc on tourne ce film avec mes amis. Lui il est à l'étage, il est un peu en retrait. À la fin, je joue sur le piano, et après, il écrit à mes parents une lettre où il est très émotif en disant que j'avais joué d'une manière extraordinaire, qu'on aurait dit qu'il pensait que c'était la radio, mais que il était bouleversé, qu'il n'en a pas dormi, ce genre de choses. Qui, encore une fois, c'est touchant, mais c'est trop, quoi.
Et plusieurs fois, quand je vais le voir, il y a un moment où il me demande de m'asseoir sur ses genoux, toujours en me disant ah, je suis ton grand-père, viens donc ici. Et c'est quelque chose qui me met évidemment très mal à l'aise, que j'ai pas du tout envie de faire, mais que je fais très rapidement, disons, je reste le moins longtemps possible, et dès que c'est bon, je me relève, et voilà, c'est assez désagréable comme moment, mais je sais pas pourquoi j'en parle pas à mes parents, j'ose pas. Toujours dans la liste des gros cadeaux, pour fêter nos 1 an de relation, il décide de m'emmener déjeuner dans un restaurant étoilé qui est dans notre ville. Bon j'accepte, on y va à pied, il marche extrêmement lentement, je n'arrive pas à aller aussi lentement que lui. Quand on y arrive, il mange extrêmement lentement et de manière assez difficile à regarder aussi. Et en fait, il a pris des menus dégustation, ce qui fait que c'est plein de petits plats. En fait, ça n'en finit pas, ce déjeuner. À la fois, je suis dans cette position où il me fait un beau cadeau et j'en suis reconnaissante, mais où en fait, sans me l'avouer, je ne peux plus le supporter. Et ça me paraît tellement long. Et à la fin, on rentre et c'est pareil, le retour, il met des heures et j'en peux plus, j'ai qu'une envie, c'est d'être chez moi. J'ai des sentiments assez mélangés envers lui parce que j'ai de l'affection pour lui et pour notre histoire, mais en même temps, c'est de plus en plus difficile pour moi d'aller le voir, d'autant qu'il m'a donné son piano, c'est une raison de moins d'aller le voir parce que je vais pas m'exercer chez lui. Et quand j'y vais, c'est une personnalité assez sombre, mine de rien. Il broie du noir, il me parle de sa vie, il est assez amer. Moi, je suis très à l'écoute. C'est surtout lui qui me parle de sa vie, en fait. Et voilà, il me raconte des anecdotes que je connais par cœur. Comme je sais que son père était résistant pendant la guerre, et donc Henri se serait fait torturer par la Gestapo, ils lui ont brûlé la plante des pieds pour lui soutirer des informations, et après la guerre, ses parents lui ont payé une opération pour lui refaire toute la plante des pieds, et voilà, ça c'est quelque chose dont il parle très souvent. Je rencontre mon premier copain, avec qui évidemment j'ai envie de passer du temps, donc je vais moins le voir. Et mon père, à cette époque aussi, il a beaucoup de travail et du coup, on est moins présent pour lui, ce qu'il supporte mal. Il nous le reproche assez fort. Et un jour, mon père va le voir tout seul et Henri lui aurait dit quelque chose d'hallucinant du style j'ai pleuré qu'une seule fois dans ma vie, c'était le jour de la mort d'Hitler. Ce qui était vraiment incompréhensible, surtout d'après ce qu'il nous disait de son histoire. Mais mon père, ça le choque beaucoup et il part et il me dit de plus aller le voir. Et après ça, on coupe les ponts pendant plusieurs mois avec Henri. Et quelques mois plus tard, je le recroise dans la rue et il vient vers moi disant qu'il s'excuse, de bien dire à mon père qu'il est désolé, que c'était pour le tester, ce que je trouve un peu étrange, mais à ce moment-là, on accepte de reprendre un peu des relations avec lui, un peu par devoir, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est cassé. On commence à avoir cerné un peu des aspects de sa personnalité qui sont nettement plus sombres que ceux qu'on voyait au départ. Mais moi, je reviens le voir par responsabilité parce que voilà, j'ai conscience que sans forcément m'en rendre compte, je me suis rendue nécessaire vraiment à la vie de quelqu'un, que sans nous il est tout seul. En plus, voilà, il m'a fait des beaux cadeaux, je veux pas être ingrate, je refuse cette image de moi et je reprends peu à peu des relations mais moins poussées qu'avant. On sent que pour Henri, c'est pas assez. Et il me parle souvent de son testament, un peu, j'ai l'impression, comme pour me faire miroiter le fait qu'il me mettrait dessus, comme on est sa famille de cœur, enfin il dit ce genre de choses. Et à ce moment-là, moi je peux pas dire que ça ne m'intéresse pas comme proposition, parce que après tout, hériter d'une maison, c'est quand même pas mal, mais je ne compte pas dessus.
D'autant que ma mère me dit que surtout c'est sans doute du chantage, que s'il comptait vraiment le faire, il faudrait qu'il ait des infos assez précises sur moi et qu'il a jamais demandé. Et donc j'ai conscience que c'est quelque chose qui fait un peu miroiter devant moi. Il insiste toujours énormément sur le fait que il est comme un grand-père pour moi, qu'il a pas de mauvaises intentions. Et un jour, il nous appelle disant qu'il s'est fait cambrioler. Et ma mère vient voir chez lui, mais il n'y a pas eu d'effraction. Par contre, la maison est toute retournée, sans dessus-dessous, sauf la chambre de cette fameuse Natalia qui est intacte. Il nous apparaît assez clairement que c'est un mensonge, qu'il s'est pas fait cambrioler, que c'est lui qui a fait ça pour attirer notre attention, pour qu'on s'inquiète de lui. Moi, je me sens responsable de lui parce que, mine de rien, je me suis rendue vraiment nécessaire et centrale dans sa vie sans forcément m'en rendre compte. À partir du moment où il me dit que je suis le soleil de sa vieillesse, moi je me sens vraiment responsable de lui et je ne peux pas l'abandonner à son sort. Je sais que sans nous, il va mourir tout seul en fait. Et c'est une idée que je peux pas supporter. Et d'autant qu'à ce moment-là, il commence sérieusement à décliner physiquement et mentalement. On sent qu'il est moins là. Et lui nous dit aussi que il sent que ses forces s'amenuisent. Et ma mère promet de prendre soin de lui. Et donc elle lui apporte à manger 1 jour sur 2. Parce qu'avant il allait au restaurant, mais il a plus la force d'y aller. À ce moment-là, c'est surtout elle qui est assez présente pour lui. Jusqu'au jour où on n'a pas de nouvelles de lui et où elle demande à mon frère d'aller voir chez lui puisqu'on a toujours ses clés. Et mon frère le trouve inconscient sur son lit, sur quoi on appelle les pompiers évidemment, qui arrivent et on est tous dans la rue et ma mère me dit « Va le voir, va lui dire au revoir » en fait. C'est un moment assez difficile parce que en fait j'ai pas du tout envie d'aller le voir. Et ce que je ressens surtout, et je me sens mal pour ça, mais je ressens du soulagement parce que ça devenait vraiment de plus en plus lourd à porter, à la limite du supportable, cette relation. Mais quand même en bonne samaritaine, je continue, je monte dans le camion et je parle à Henri. Je lui dis, restez avec nous, on est là, on est avec vous. Mais c'est un moment vraiment où... Ensuite, il va donc à l'hôpital où il reste quelques jours dans le coma. Et moi, toujours par devoir, je veux aller le voir, mais cette fois, ma mère refuse, disant que c'est pas ma place. Par contre, elle y va, à son chevet, mais quelques jours plus tard, Henri meurt. Suite à sa mort, on découvre qu'il avait rien prévu en fait pour préparer ses funérailles et ma mère, qui lui a promis d'être là jusqu'au bout, décide de les organiser. Elle paye sa concession parce que si on n'a rien prévu, en fait, on va au carré des indigents, c'est la fosse commune, et donc elle décide quand même de lui offrir une vraie tombe pour lui. C'est très lourd pour elle à organiser, à faire toutes ces démarches. Elle va le voir à la morgue pour le reconnaître, c'est vraiment très dur. Et parmi ces démarches pour l'enterrement, elle décide de prévenir le peu de personnes qu'il connaît. Et elle rappelle en fait certains numéros qui ont laissé des messages sur son répondeur. Et en fait, elle tombe sur la mère de cette fameuse Natalia dont il me parlait tant, qui avait été si importante pour lui. Et du coup, elle réussit à la contacter et à la prévenir de son décès. Suite à quoi, elle vient, en fait, chez nous. Immédiatement, elle tombe sur le piano et elle ne comprend pas parce qu'elle nous dit que c'est son piano à elle, que lui, lui a offert des années auparavant. Et elle parle beaucoup avec ma mère, mais moi, je suis absente, je sais pas ce qui se dit. Par contre, ce que je sais, c'est que ma mère, étant allée chez Henri pour essayer de trouver s'il y avait des dernières volontés quelque part, en fait, elle tombe sur des carnets et des lettres qu'Henri a écrites, dont elle ne veut pas me révéler le contenu. Et avec mon père, il décide de détruire ce document. Arrive le jour de l'enterrement, et évidemment, il n'y a pas grand monde puisque c'était un monsieur isolé. Pendant l'enterrement, je suis assez
distanciée avec ce qui se passe. Je pense que je me blinde un petit peu et c'est un cimetière assez glauque qui fait un peu peur et donc je pense que moi à ce moment-là je suis pas trop présente dans mes émotions. Je pense que j'ai plutôt envie de passer à autre chose et je suis assez distante vis-à-vis de ce qui se passe. Je pleure pas ni rien. Et moi, je me retrouve dans la position délicate où à la fois j'ai envie de lui rendre hommage, ou en tout cas je sens que c'est mon rôle puisque j'ai été importante pour lui à la fin de sa vie. Et à la fois, sa mort me soulage. Et donc, je me retrouve dans cette position délicate. Je décide de pas écrire quelque chose moi-même, parce que je veux pas être hypocrite ni rien. Mais je choisis quand même de lire un poème que j'aime beaucoup, un poème de Baudelaire qui s'appelle Réversibilité. C'est un poème qui commence par Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Et en fait, c'est chaque vers comme ça commence de la même manière et ça parle de sentiments sombres de l'humanité et en même temps, ça se finit sur quelque chose de très lumineux et évidemment qui fait penser un peu aux cieux, à la mort. Et du coup, je choisis ce poème parce que ça le représente bien et en même temps, il est magnifique et je sais que c'est un texte qu'il a sûrement beaucoup aimé. Quelques années après, je commence un peu à en parler à mes amis. C'est une histoire que je raconte de temps en temps, pas souvent parce que c'est long quand même. Et à chaque fois, on me dit « mais c'est incroyable, il faut que t'en fasses quelque chose ». Sauf que pour ce faire, il faut que j'en reparle avec ma mère, déjà pour avoir un peu le fin mot de l'histoire, et aussi parce que c'est une histoire dont on n'a jamais vraiment reparlé, alors qu'elle s'est étendue sur quand même 2 ans et demi, 3 ans de notre vie, qu'elle a été marquante, voire éprouvante pour nous. Et donc j'en reparle à ma mère, qui me donne son point de vue sur l'histoire. Je découvre dans quel état d'esprit elle était, elle, la culpabilité qu'elle pouvait avoir, parce que c'est elle qui est à l'origine de cette rencontre. Donc on a vécu les choses de manière extrêmement différente. Je me suis pas rendu compte, en fait, sur le moment, à quel point j'étais protégée, mine de rien, par mes parents. Par exemple, lorsqu'ils venaient chez nous, en fait, ma mère s'asseyait toujours à côté de moi sur le canapé et en fait, elle faisait toujours en sorte qu'il y ait une distance physique entre nous, comme si elle avait flairé quelque chose d'étrange, même si elle pouvait pas mettre vraiment de mots dessus. C'est un sentiment un peu diffus de malaise que je ressentais très fort aussi. Et en fait, elle a découvert les choses bien avant moi. Elle me dit qu'au moment du cambriolage, quand elle va constater chez lui les dégâts, elle monte dans sa chambre et là, elle trouve des choses pour le moins étranges, comme des bocaux remplis de chewing-gum mâché, des sacs entiers de tickets de métro assez anciens. Elle trouve des photos. Il a été pianiste dans une chorale d'enfants. Et elle trouve des photos de lui à cette chorale et des photos d'enfants. Elle trouve ça bizarre. Et elle se doute déjà qu'il y a quelque chose de vraiment pas net dans cette histoire. Ce qui est confirmé en fait par ce qu'elle trouve dans la maison d'Henri. Et donc je comprends que au moment de sa mort, quand elle veut que j'aille le voir dans le camion, ce qui est pour moi désagréable, en fait à ce moment-là, elle veut me protéger, elle veut que j'ai plus à aller le voir à l'hôpital et donc elle veut vraiment que j'aille le voir pour la dernière fois. Et c'est donc elle qui y va toute seule et là elle me dit que elle lui parle, voilà, il est dans le coma, elle lui raconte des choses, puis au bout d'un moment elle a plus grand chose à lui dire, elle lui tient la main et puis un jour elle s'aperçoit que ses pieds sortent des draps. Elle jette un coup d'œil et elle se rend compte qu'il a des pieds intacts, alors qu'il nous avait raconté plus d'une fois qu'il s'était fait brûler la plante des pieds. Et là, vraiment, elle commence à douter de tout.
Et ses doutes sont confirmés quand elle trouve chez lui ces fameux carnets et lettres, parce qu'en fait, ils sont remplis de choses qui traduisent d'un état mental très problématique, où en fait, il nous espionnait depuis sa fenêtre, en notant toutes les heures à lesquelles on rentrait, ce que je portais, quels amis venaient chez nous, et on sent qu'il nourrissait de la rancœur. Il y avait écrit des commentaires comme encore une bonne soirée passée sans moi, ou ce genre de choses, enfin quelque chose de vraiment obsessionnel et maladif. Et elle découvre que en fait il avait une sorte d'obsession pour les jeunes filles à lunettes. Et effectivement, à cette époque, je portais des lunettes et je perdais régulièrement mes lunettes quand j'étais chez lui. Et en fait, c'était apparemment lui qui me les prenait. Et elle découvre aussi une ou plusieurs lettres qui me sont adressées, ou qui sont en fait des lettres d'amour, quoi. Pas du tout des lettres d'amour de familial, mais vraiment comme s'il avait mon âge. Et donc elle est horrifiée parce que déjà elle l'avait quelque part senti, et moi aussi, même si on mettait pas de mots dessus, et que c'est elle qui m'a encouragée à aller le voir. Et à ce moment-là, elle se retrouve dans un dilemme moral assez fort, parce que elle lui a promis de prendre soin de ses affaires, de pas le laisser mourir seul, de s'occuper de lui, et en même temps, elle découvre que ses intentions à notre égard, et à mon égard en particulier, étaient très louches et inquiétantes, d'autant que ce que lui a raconté Natalia de sa propre histoire avec Henri, c'est en fait comme mon histoire, mais décuplée sur déjà de nombreuses années, et qui a pris des proportions énormes et destructrices. Natalia révèle aussi à ma mère le passé d'Henri. Et en fait, Natalia a raconté à ma mère que il a passé une petite dizaine d'années en hôpital psychiatrique dans les années 60 pour avoir violé un petit garçon, et que là-bas, il aurait été castré chimiquement. Et ma mère me dit que sa période en hôpital psychiatrique, en fait, ça correspond à la période où il nous disait qu'il était à Hollywood. Et c'est vrai que c'est une période de sa vie sur laquelle on avait des doutes, même s'il nous bernait bien, parce que en fait, il a des connaissances très pointues sur les gens de cette période, etc. Mais en fait, il se trouve que c'était le récit d'une vie rêvée. Je pense que je prends aussi ces révélations avec une certaine distance, même si évidemment ça me choque et ça me laisse un peu un sentiment poisseux pendant plusieurs jours. Mais surtout, c'était vraiment l'occasion pour ma mère j'ai l'impression de se délester de quelque chose, parce que je pense que c'est celle qui a le plus souffert dans cette histoire, même si voilà, c'était moi la victime entre guillemets. Comme il m'est rien arrivé vraiment de grave, en fait c'est elle qui a tout pris en poids de culpabilité, en termes de responsabilité, et elle s'est retrouvée dans des dilemmes où elle voulait me protéger, notamment au moment des révélations, et en même temps à devoir tenir des promesses envers Henri, alors que elle venait de découvrir le pire le concernant. Je pense que d'en reparler avec ma mère, quelque part, ça me fait du bien, parce que c'est mettre au clair quelque chose qui était pas réglé, et en même temps, je sais que voilà, c'est au moins quelque chose qui est dit. Et depuis que je sais ça, je pense que par rapport à Henri, forcément, ça modifie beaucoup mon souvenir de lui. Mais c'est un mélange de sentiments, oui, de la colère, de la pitié. Et c'est clair que, en fait, maintenant que je connais le fin mot de cette histoire, le fait de le raconter de manière assez légère, comme une histoire à suspense en soirée, je sais pas si je le referais vraiment, même si je pense que je pourrais en parler, mais en tout cas c'est sûr que ça sera pas sur le même ton, parce que c'est voilà, quelqu'un qui a fait des victimes, qui a détruit des vies. Et c'est clair que j'ai aussi conscience de la chance que j'ai pu avoir dans cette histoire, parce que j'étais bien entourée, que j'étais pas vulnérable, que lui, il était vieux et inoffensif finalement, même si j'ai pu souffrir quelque part psychologiquement de l'endroit où ça me mettait à cette période-là de ma vie. Ça me permet de faire un peu le bilan là-dessus
de réellement passer à autre chose, puisque je pense que passer à autre chose quand il y a quelque chose de pas réglé dans une histoire ou une expérience, c'est clair que c'est toujours plus difficile. Mais du coup, d'apprendre tout ça me permet d'enlever le poids de la culpabilité que j'ai pu ressentir au moment de sa mort, du fait d'en être soulagée. Avant ces révélations-là, moi, de cette histoire, je gardais une réflexion assez personnelle sur la générosité et sur les bonnes intentions, et jusqu'où peuvent aller les bonnes intentions, et à quel point moi, dans cette histoire aussi, je pouvais être intéressée sans me l'avouer. Et je me suis rendu compte que quelquefois, on a envie d'avoir le beau rôle dans une histoire, dans une belle histoire, et que en fait, au fur et à mesure, je me suis laissée piéger là-dedans, et que je me suis pas écoutée. J'ai pas écouté mon malaise, et je me suis vraiment retrouvée piégée. En fait, on peut être généreux et ouvert et avoir la main tendue, mais à partir du moment où on se rend vraiment nécessaire à la vie de quelqu'un, il faut être extrêmement prudent, et aussi mettre les bonnes limites et faire la part des choses, parce que je me suis aussi rendu compte dans cette histoire que quand quelqu'un est vraiment tout seul dans sa vie, ça peut arriver que ce soit bien mérité aussi, qu'il y ait des raisons à ça. Et là, en l'occurrence, c'était le cas, puisque c'était quelqu'un d'absolument toxique envers tout le monde, et que sans doute tout le monde a fui, comme Natalia. Et je me rends compte, en discutant avec ma mère, que le fait qu'elle tienne à organiser ses funérailles, ce que à l'époque j'interprétais, je comprenais pas tellement pourquoi elle faisait ça. Je croyais que c'était son côté un peu sacrificiel de la bonne samaritaine. Mais en fait, j'ai compris que c'était un dilemme beaucoup plus profond que ça pour elle, puisque d'une part, elle lui avait promis de s'occuper de lui avant de savoir toutes ces horreurs. Et en fait, comme elle ne voulait pas me le révéler pour ne pas me traumatiser, je crois, elle ne voulait pas que je pense que elle le laissait tomber parce que finalement il m'avait rien légué ou quelque chose comme ça. En fait, elle était piégée dans cette promesse, dans le sens où elle voulait pas que j'en tire les mauvais enseignements. C'est aussi une belle réflexion sur la loyauté de sa part. Je me dis que dans cette histoire d'emprise au milieu de tout ce qu'il peut y avoir eu de malsain, il y a eu aussi des choses sincères, que cette belle histoire, elle n'était pas complètement fausse, que effectivement pour lui on a été très important, qu'on lui a apporté de la joie, que moi il m'a apporté une stimulation artistique assez importante, que une histoire qui m'a appris énormément de choses, et que j'ai eu énormément de chance d'avoir été protégée par mes parents, que évidemment ça aurait pu être plus grave. Moi je regrette pas cette histoire. Ce que je regrette en revanche, c'est de ne pas m'être écoutée, et c'est quelque chose que j'en tire, c'est que quand on ressent un sentiment de malaise, même si on sait pas pourquoi, même si on met pas de mots dessus, en fait on a de l'intuition quelque part, et que je sais que même s'il n'y a rien arrivé de plus grave en ce qui me concerne que simplement m'asseoir 3 secondes sur ses genoux, je sais que si j'avais eu la force d'en parler à mes parents, ils auraient immédiatement arrêté tout ça. Et quelque part dans cette histoire, je me suis beaucoup accrochée à l'idée de la belle histoire, parce qu'en réalité c'est difficile d'admettre que l'on s'est trompé et d'accepter qu'on s'est fait avoir. Vous venez d'écouter Transfert épisode 131. Cet épisode est signé Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron,
Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.